À 2 mois net des prochaines élections ici en République démocratique du Congo, nous sommes revenus à la Commission électorale nationale indépendante pour faire le point sur le processus électoral ici au pays. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous la rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Seya. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Élisée. Alors, on va faire le point sur le processus électoral. Où en sommes-nous avec le processus et que reste-t-il à faire avant le 20 décembre prochain? Mais déjà, commencez par nous dire comment vous vous sentez. Ça va. Stressé, ça avance là, on se dit mais... Trop de pression, ça je dois le reconnaître parce que c'est à 2 mois des scrutins. Mais sinon, à part ça, ça va. À part ça, ça va. Est-ce que nous aussi, on peut être calme? À 2 mois, on peut dire, ça y est, la CENI a fait tout pour qu'on ait des bonnes élections. C'est ça que nous sommes en train de faire. La CENI à ce niveau, pour revenir à votre question, nous avons fini avec les dépôts des candidatures au niveau de la présidentielle. Et aujourd'hui, nous allons avoir la délibération en plénière pour publier la liste provisoire des candidats présidents de la République. Et avant cela, il y a eu la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux. Et à ce stade, nous sommes devant les cours et tribunaux pour les candidats députés provinciaux. Et pour les candidats conseillers communaux, c'est au niveau des tribunaux pour les contentieux. Et d'ici là, ils vont nous revenir avec les arrêts et jugements pour qu'on puisse enfin publier la liste définitive des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux. Oh, vous venez tout à l'heure de parler des candidats présidents. Liste, parce qu'on rappelle aux téléspectateurs que nous, on enregistre cette émission mercredi. Donc, quand est-ce que vous allez publier la liste provisoire? Selon le calendrier, nous avons 2 jours pour la délibération en plénière. Mais comme c'est 24 dossiers, 24 candidats, je pense peut-être que ça peut aller vite. Et ce soir, ou sinon, ça sera demain, que nous allons rendre publique la liste provisoire des candidats présidents de la République. Donc, pour ceux qui nous suivent, donc, ça peut intervenir soit ce mercredi soir ou jeudi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous prenez en compte dans l'examen des dossiers des candidats présidents? Ça fait parler, c'est vraiment l'élection la plus attendue, pas parce que les autres sont moindres, mais c'est ok, l'élection un peu la plus importante. Qu'est-ce que vous prenez en compte dans l'examen des différents dossiers des candidats présidents? Au niveau du BRTC, parce que c'est là que commence le traitement des candidats ou des dossiers, au niveau du BRTC, le juriste vérificateur qui est là, il examine la conformité des pièces et après, ils ont déjà transmis les dossiers au niveau de la plénière, au niveau du bureau de la CENI. Et aujourd'hui, les membres de l'Assemblée plénière vont statuer sur les conditions d'inéligibilité et les cas d'irrécevabilité des dossiers. Comme vous le savez, peut-être on peut avoir un dossier qui, au niveau du BRTC, s'était passé. Mais dès lors qu'on a rendu publique la liste partielle des candidats qui ont déposé leur dossier, il y a eu peut-être des gens qui ont apporté des éléments nouveaux des dossiers au niveau de la CENI. Et là, l'Assemblée plénière va statuer sur tous ces éléments-là afin de rendre publique la liste provisoire. Donc, c'est possible pour quelqu'un qui a un élément à reprocher à un candidat de venir avec ces éléments auprès des BRTC pour un peu contester l'éligibilité ou la candidature d'un candidat président ou... Au niveau du BRTC, ce n'est pas à ce niveau-là que un commun de mortels ou quelqu'un peut venir contester la candidature d'un candidat, mais c'est au niveau de l'Assemblée plénière qui a, comme je le disais, après avoir rendu publique la liste partielle, il y a maintenant des candidats ou même quelqu'un qui se sent lésé d'une candidature. Il peut apporter des éléments
contraire à ce que le candidat a déposé pour que la plénière puisse statuer sur ces éléments-là. Et après, si à notre niveau ça passe, il peut aller saisir encore la Cour constitutionnelle. Oui. Donc, au niveau de la CENI, il y a possibilité de recaler déjà un candidat. Oui. Au niveau de la CENI, on peut aussi recaler un candidat par rapport aux pièces qu'il a déposées au dossier. Mais aussi, si ça passe à notre niveau, peut-être qu'on n'a pas vu un élément, la personne qui se sent lésée peut encore saisir la Cour constitutionnelle. Oui, parce qu'on a vu certains qui ont été recalés, même lors du dépôt, on a vu que telle pièce n'était pas conforme, ou on a vu avec certains cas des récépissés, la DGRA n'était pas conforme. Déjà là, la CENI recalait déjà. À ce niveau-là, je ne peux pas parler de recaler, parce qu'à ce niveau-là, nous avons juste retourné les dossiers qui étaient incomplets. Okay. Parce que la loi a énuméré un certain nombre de conditions pour que le dossier soit réceptionné au niveau de la CENI. Nous avons eu des candidats, comme je l'avais déjà annoncé sur d'autres chaînes, nous avons eu 49 retraits de formulaires. Mais il s'est fait que de ces 49, il y a d'autres qui sont passés juste pour retirer les formulaires, mais qui ne sont jamais revenus pour le dépôt des dossiers. Mais il y a d'autres aussi qui sont venus avec un dossier incomplet. Soit c'est la caution, la preuve de paiement qui manquait, soit c'est le certificat de nationalité qui manquait ou l'extrait de casier judiciaire. Il y a d'autres qui sont venus avec des pièces non certifiées, conformes, comme le dit la loi par rapport aux titres académiques, parce que ça doit être notarié. Il y a d'autres qui sont venus avec des dossiers comme ça, et dont on a retourné le dossier pour qu'ils puissent nous renvoyer ou nous ramener un dossier complet. Ramna, est-ce que ça concerne juste les candidats présidents ou c'est la même méthodologie qui est appliquée s'agissant des députés, des candidats députés nationaux, provinciaux? C'est la même méthodologie, mais ce qu'il faut ajouter au niveau présidentiel, on n'a pas eu à exiger le certificat de nationalité et l'extrait de casier judiciaire. Ce sont deux pièces qui sont exigées uniquement au niveau de la présidentielle. Et ça, c'est selon la loi ou selon la CENI? Madame, tout ce que nous faisons, c'est dans la loi. Ah, on va en parler, tout ce qu'on fait. Vous avez dit tout ce qu'on fait, mais comment la loi, elle est assez dure quand vous êtes candidat président et elle est assez laxiste quand il s'agit donc des candidats députés nationaux, quoi. Donc tout le monde peut être... Là, il s'agit d'un candidat président de la République. C'est différent d'un candidat député national ou un candidat député provincial. Là, on parle de la personne qui va conduire la destinée de ce pays. Donc il faut une certaine exigence. Je crois que c'est ça l'esprit du législateur. Voilà, et très bien parlé d'ailleurs, c'est que je voulais dire, parce que la loi, ce n'est pas la CENI qui l'a fait, hein, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. On parle, donc on attend ce jeudi, mercredi soir, peut-être déjà la liste de publication, c'est un peu comme les examens d'État, on sent les cœurs en train de battre. Est-ce que vous vous dites aussi, vous avez dit au début de cette émission que vous subissiez déjà une pression, elle est de quel ordre? Vous n'êtes pas une pression, mais les différentes pressions dont vous faites face, elle est plutôt de quel ordre? La pression dont j'ai fait allusion au début, c'est pas par rapport, je ne sais pas, à une quelconque pression politique, non. Je fais allusion des militants, non. La pression dont j'ai parlé, c'est en rapport avec la date des scrutins et on voit ce qu'on a fait jusque-là. On est vraiment au four et au moulin pour que tout soit fait au 20 décembre. Alors, c'est ça qui fait que parfois on se sent stressé si on voit qu'il y a des matériels qui doivent arriver le 2 et vous êtes le premier et vous devez être stressé pour que ces matériels-là arrivent le 2. On va dissiper parce que justement, on va parler des matériels qui ne sont pas encore là. On se dit, mais est-ce que ça arrivera? Quand est-ce qu'on aura le temps
de les disséminer à travers le pays. On est à 2 mois net de processus électoral, mais on revient pour dire, rassurez-nous qu'aujourd'hui que la CENI ne fait face à aucune pression extérieure et qu'elle est libre, elle est en train de travailler, surtout par rapport aux candidats, à l'examen des dossiers des candidats présidents, sont des injonctions extérieures. Rassurez-nous et dites-nous si c'est vraiment le cas. Madame, je vous rassure que la CENI est en train de travailler en toute indépendance. Donc, il n'y a rien de pression extérieure qui peut nous faire ou qui peut faire assez que nous pouvons rejeter une candidature au détriment d'une autre. Là, nous allons nous fier à ce que la loi dit. Et si tous les candidats remplissent les conditions requises par la loi, on va les proclamer ou on va rendre public les listes provisoires. On a parlé de la présidentielle et nationale, députation nationale, vous savez déjà la liste définitive est là. Provinciaux, on attend les recours avant la publication de la liste définitive. Mais autre point qui fait parler de lui, c'est l'affichage ou la consultation de la liste des électeurs. Vous nous avez tout à l'heure dit que la CENI est respectueuse de la loi, mais la loi, elle parlait de l'affichage et pas d'une certaine consultation. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, je pense que quand nous lisons la loi, il ne faut pas vous limiter à l'alinéa premier, par exemple. Quand vous prenez un article, il faut voir même les alinéas qui suivent, qu'est-ce que ça dit. Au niveau de l'article 6 de la loi électorale, certes, à l'alinéa premier et même à l'alinéa 2, il est dit que la CENI affiche et publie les listes ou la liste provisoire des électeurs 30 jours avant la campagne électorale. Mais quand vous lisez également l'alinéa 3 du même article, il est clairement dit que la CENI fixe les conditions pour les consultations des listes. Ça, c'est la loi qui le dit. Je pense, moi, sinon je pouvais, si vous le voulez, je peux vous lire textuellement l'alinéa 3 de l'article 6 qui est très clair. Règlement ou de la loi électorale? De la loi électorale. Okay. Là, nous sommes en train de parler de la loi électorale. L'alinéa 3, si je ne sais pas si vous le permettez. On peut, mais on aura le temps. Je crois qu'à la maison, allez sur Google, tapez la loi électorale et lisez, hein, preuve à l'appui. Voilà, alors je vous renvoie à la lecture de l'alinéa 3 de l'article 6. La loi dit ceci: tout candidat, tout électeur, tout parti ou regroupement politique consulte les listes selon les conditions, les conditions fixées par la CENI. Et donc là, le législateur, je crois qu'il a été prudent. Parce que sur le plan opérationnel, ça pose problème. Nous avons dans des circonscriptions électorales, dans des antennes, où il y a plus d'1 million d'électeurs, et ce qui fait qu'on a eu plus de 700 pages à afficher. Nous avons eu un problème d'espace. Ça, c'est pas seulement avec ce processus électoral, même le processus passé, ils ont connu aussi les mêmes problèmes. C'est ça qui a fait peut-être que le législateur puisse insérer ça dans la loi électorale pour permettre à la CENI d'avoir aussi quelque part là le pouvoir de décider sur ce qui doit être fait sur le plan opérationnel. Parce que là, sur le plan opérationnel, madame, laissez-moi vous dire, vous êtes journaliste d'investigation. Allez-y voir juste à l'antenne de Lingwala. Vous allez trouver que l'espace à afficher, ça posait quand même des sérieux problèmes. Ils ont affiché, je pense, un certain nombre de pages et les autres font la consultation. D'ailleurs, j'ai eu quand même des feedbacks. Il y a ceux-là qui disent que la consultation, c'est plus rapide que la lecture de ce qui est affiché. Donc, il faut dire aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, que l'affichage est déjà effectif. Oui. Donc, ils peuvent aller dans une antenne. Ce n'est pas dans le bureau. Ce n'est pas là où vous êtes fait enrôler. Non, non. À ce stade, on affiche devant les antennes. C'est quand on va afficher les listes définitives que ça sera fait devant les bureaux ou devant les centres de vote.
Vous nous parlez de préposé, là, préposé, ok, c'est encore une fonction que vient de créer la CENI, quand même. Madame, tout ce que la CENI fait, c'est pas créé par elle-même. Nous sommes dans la loi. Préposé à la CENI pour faire la... Madame, c'est la loi qui parle du préposé à l'affichage. C'est la loi qui parle du préposé à l'affichage. Ça ne vient pas de la CENI. C'est pourquoi je renvoie vraiment nos partenaires à lire la loi et à bien comprendre la loi. Et à sensibiliser leurs militants et ainsi que la société congolaise, parce qu'il y a certains débats qui ne peuvent même pas exister. Voilà. Rien qu'en lisant la loi. Et ça vaut également pour nous les journalistes qui aimons bien entretenir certaines polémiques parce qu'on ne lit peut-être pas la loi, mais ces préposés là, on se dit, mais on lui donne tellement de pouvoir. Non, malheureusement, il n'a pas tellement de pouvoir comme vous le dites. Le préposé à l'affichage ou à la consultation, il est là pour recueillir les plaintes, si je peux le dire ainsi, les plaintes des électeurs. Si un électeur trouve que son nom a été mal écrit, le préposé peut noter et faire rapport au chef d'antenne, et le chef d'antenne aussi fera un rapport global à la fin de la période de l'affichage et autres. Et puis aussi si le nom a été omis, la personne qui vient peut aussi dire, moi je me suis fait enrôler à tel endroit, voilà, je ne retrouve pas mon nom, et le préposé est là juste pour noter et faire rapport à sa hiérarchie. Est-ce qu'il y a un recours qui existe au cas où le préposé arrivait à omettre également la correction d'un nom? Est-ce que ces gens peuvent... Il y a un autre moyen, un deuxième recours, si on peut dire. Non, un deuxième recours, il n'y en a pas parce que là, c'est déjà les listes définitives qui sont publiées. On est livré entre les mains d'un préposé. Si sa tête ne vous plaît pas, il est capable d'oublier. Non, je pense que nous avons pris des experts. Les préposés que nous avons recrutés sont les experts de la CENI. Et il y en a combien par antenne? Une seule personne, donc un seul préposé par antenne. Vous avez parlé d'une antenne avec 1 million de personnes, un seul préposé. Est-ce qu'à lui seul, il arrivera à accomplir la tâche? J'ai vu par exemple à l'antenne de Lingouala, peut-être demain, je vais encore faire la ronde avec les caméras dans ces antennes. Là, vous allez trouver qu'il y a une organisation au niveau de l'antenne de Lingouala. Il y a l'unique préposé parce que c'est celui-là que nous devons prendre en charge sur le plan financier. Mais le chef d'antenne a déjà mis toutes les pages avec les alphabets, si je peux, les noms selon les alphabets. Ouais. Et quand vous arrivez, vous cherchez votre nom, c'est Odia. Et le préposé cherche là où il y a les noms qui commencent avec Odia. Et il regarde si votre nom est là et il vous le dit. Il faut dire que la CENI permet également une consultation en ligne. Voilà, dans un pays où le taux de pénétration d'Internet est faible, on se demande, on dit, mais la CENI, quand même, pourquoi ne pas avoir plusieurs antennes comme ça pour faciliter au lieu d'envoyer certains au niveau de l'Internet? Madame, comme je vous le disais, tout ce que nous faisons, c'est dans la loi. La CENI ne peut pas aller en dehors de la loi. C'est la loi qui demande à ce que la CENI affiche et aussi publie sur son site Internet. Donc ça ne vient pas de nous. Et bon, le législateur qui a fait ça, il sait que dans les endroits où il se pose un problème sérieux de connexion et autres, ils peuvent aller lire au niveau des antennes. Et pour les autres qui ont des moyens, qui ont la facilité pour les réseaux et autres, ils peuvent consulter sur Internet. C'est justement la distance, déjà que certains parlaient de cette problématique de distance entre le bureau de vote, on en parlera, et le lieu de résidence ou d'habitation des électeurs. Mais là, vous renvoyez carrément à des antennes qui... Est-ce que c'est un peu comme à Kinshasa où on peut trouver des antennes partout, ou dans des grandes villes où on peut trouver des antennes partout avec des moyens d'accessibilité quand même assez fluides? Est-ce que c'est pareil partout? La CENI, ou tout comme le législateur aussi, a
ils ont pris, parce que les deux, le législateur, la CENI, ont pris les dispositions pour que les antennes soient partout. Nous avons les antennes dans les territoires, dans les villes aussi. Mais dans les villages, vous demandez à cette maman, à ce papa-là, qui je ne sais pas est dans quel village, de venir chercher son nom dans une antenne. Est-ce que vous avez estimé, c'est pas pour décourager aussi certains? Ça, c'est, comme je le disais, c'est pas la CENI qui a demandé à ce qu'on s'arrête au niveau des antennes, mais c'est la loi. Il faut une certaine organisation au niveau des parties prenantes aussi pour faciliter la consultation des listes ou de la liste électorale. Alors là, nous avons parlé de... On a fait le point sur le processus électoral où nous sommes avec ce processus, vous venez de le dire. On va essayer de parler de ce qui reste à faire. 2 mois nous séparent de la date fatidique du 20 décembre. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui reste à faire dans un premier temps? C'est la publication des listes définitives au niveau de la députation provinciale, municipale et aussi au niveau de la présidentielle. Mais le gros reste à faire au niveau de la logistique. Au niveau de la logistique, parce que j'ai trouvé que vous avez des craintes au niveau de la livraison, la CENI a pris l'option de tout envoyer par avion. Donc tout ce que nous avons pris, tout ce que nous avons commandé, ça viendra par avion. Et il y a déjà des dates prévues pour l'arrivée, par exemple, des devs, des fournitures de bureau, des kits, des matériels de bureau. Vraiment, il y a des dates déjà prévues pour ça. Le dimanche dernier, vous avez vu qu'il y a un lot des devs aux machines à voter qui est arrivé. Il y a aussi un lot, je crois, des kits bureautiques qui est arrivé. Et sincèrement, sur le plan logistique, il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Parce que la CENI a pris aussi une autre option de desservir d'abord les endroits où il se pose un problème sérieux d'infrastructure. Par exemple, là où vraiment pour y arriver, c'est des jours. Alors, tout ce que nous avons eu comme kit ou comme machine à voter, dispositif électronique de vote, que nous avons eu à utiliser lors du dernier processus électoral en 2018. Tous ces kits-là, nous les avons déployés là où il y a des problèmes d'accès. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Bongandanga, moi j'ai déjà fait Bongandanga, vous descendez à Lissala et puis vous prenez la pirogue, vous prenez la moto. À Ndongele, c'est arrivé. C'est déjà fait, je pense. Vous avez vu même, comme vous parlez, là c'est beaucoup plus dans le Bandaka. Dans l'Équateur, oui. Dans l'Équateur, en tout cas, c'est déjà fait. La CENI a pris vraiment une bonne option d'envoyer d'abord les matériels là où ça pose des sérieux problèmes d'accès. Et comme ça, les matériels qui vont arriver, on va les déployer un peu par-ci, par-là, là où il y a des facilités d'accès. Ça va s'étendre pendant combien de temps le déploiement de ces matériels? Vous vous donnez combien de temps comme ça? Laissez-moi vous dire que le déploiement de matériel se fait jusqu'au jour du scrutin. On vous accuse des trichés encore? Non, ça, jusqu'au jour? Jusqu'au jour du scrutin, la veille du scrutin. Pourquoi? Parce que il y a par exemple dans les bureaux de vote, on ne déploie pas les matériels dans les bureaux de vote à une semaine. Il y a dans ces bureaux de vote où on déploie les matériels la veille du scrutin. Comme on aura plusieurs scrutins, donc la veille des scrutins, on peut déployer les matériels. Le déploiement se poursuit jusqu'à la veille des scrutins. Vous venez de dire que tout se fait par avion, en tout cas l'acheminement de matériel ici au pays se fait par avion. Si ça a un coût, la CENI a beaucoup d'argent. Oui, nous en sommes conscients que c'est un coût. Et bon, le gouvernement est en train de faire sa part parce que déplacer tous ces matériels par l'avion, par la voie aérienne, c'est qu'il faut avoir les moyens que le gouvernement vous a donnés. Madame, il y avait un choix à faire, respecter le délai constitutionnel et
dépenser plus ou aller au-delà et dépenser moins. Et l'option prise était celle d'ajouter quelque chose du côté finance et d'organiser les scrutins dans le délai constitutionnel. Rassurez-nous que le gouvernement est en train de remplir sa part concernant le financement des élections. Parce qu'on n'aimerait pas qu'après, qu'on vienne nous dire non, le gouvernement a failli et tout. De ce côté-là, il n'y a plus de problème. Du côté finance, il n'y a plus de problème. Du côté finance, vous l'avez compris, il n'y a plus de problème. Et là, nous sommes à 2 mois du processus, 2 mois des élections. Un autre problème, c'est la sensibilisation. Vous avez parlé de des dispositifs, c'est dispositif électronique de vote. Électronique de vote, c'est qu'on appelait en 2018 machine à voter ou MAV. Maintenant, là, il y a un problème. Il y a eu un problème en 2018, c'est l'utilisation de la machine. Voilà, ça posait beaucoup de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez le temps, la CENI prend le temps de sensibiliser la population quant à l'utilisation de cette machine? Oui, je crois dans la réunion d'aujourd'hui, il y aura aussi un autre point sur la sensibilisation électorale. Et donc, dans les prochains jours, nous allons démarrer également avec la sensibilisation. De cette maman-là qui a Chikapa, pour ne pas rester dans le Bandara, qui est, je ne sais pas, à Inongo, qui peut arriver à... Oui, madame, ça aussi, je voudrais quand même rappeler nos partenaires. Le processus électoral que la CENI organise, ce n'est pas uniquement pour la CENI, mais c'est aussi pour les parties prenantes. La CENI fait sa part, mais il faudrait que les parties prenantes aussi puissent faire leur part. Au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile aussi. Quand la CENI va lancer la sensibilisation, il faudrait qu'à tous les niveaux, ça soit aussi fait. Nous allons mettre dans toutes les antennes des machines ou des devs pour la sensibilisation. Il faudrait que les parties prenantes nous aident aussi à envoyer leurs militants, envoyer la population pour qu'ils apprennent comment utiliser la machine à voter ou le DEV. Si tu me permets de parler justement des observateurs, est-ce que, qu'en est-il des observateurs et des journalistes y compris, parce qu'on fait partie des observateurs, qu'est-ce qui est prévu par rapport à l'accréditation liée notamment déjà à l'affichage de la liste provisoire des électeurs? On a vu que ça s'était plutôt bien passé. Moi, je peux témoigner, lors de l'enrôlement, on n'a pas eu beaucoup de mal à être accrédité, mais qu'est-ce qui est prévu pour la suite, les observateurs, les accréditations, comment ça se passe? Il y a les observateurs à long terme. Et pour les observateurs à court terme, ils peuvent, comme les journalistes, ils peuvent contacter les démembrements pour les nationaux, mais pour les internationaux, ça se fait ici au niveau du siège national. Et ça se fait, il y a, je crois, 15 jours avant la campagne électorale ou avant les scrutins, il faut déjà vous accréditer. Même pour l'affichage, si vous voulez, l'accréditation, vous pouvez contacter pour les nationaux nos démembrements. Et ça, c'est en l'espace de combien de temps pour avoir une accréditation s'agissant de l'affichage? Ça peut aller jusqu'à l'élection ou lors des élections, il faut avoir une autre accréditation? Pour les observateurs à long terme, donc ils ont commencé depuis jusqu'aux élections, mais pour à court terme, là, ils sont en retard parce qu'il y a un délai aussi il y a un délai prévu pour recevoir ou être accrédité. Par exemple, au niveau des journalistes et des observateurs électoraux, je pense même les témoins, il faut 15 jours. Et la CENI est censée vous répondre dans les 7 jours qui suivent après votre demande d'accréditation. On continue de parler, je crois qu'on a fait le point, on sait ce qui a été fait, ce qui reste à faire, mais on va revenir quand même parce que Madame a dit tout à l'heure que c'est quand même, on revient sur la présidentielle qui est une des élections importantes. Moi, je voulais d'abord parler de la femme. Je suis en face d'une dame et non de moindre, une seule candidature féminine, c'est un peu un échec de la part de la CENI.
Non, madame, je ne crois pas. Vous avez échoué s'agissant de la femme. Très peu de femmes ont été candidates à la députation nationale, pareil au niveau provincial, municipal, non, n'en parlons pas. Et là, à la présidentielle, vous avez fait pire qu'en 2006. En 2006, je crois qu'il y avait 3 femmes, Wivine Lando, si je ne me trompe pas, Angèle Makombo, en 2011. Vous avez fait pire, quoi, une seule candidate. Au niveau de la présidentielle, tout comme aux autres niveaux, c'est pas la CENI qui fixe les règles. Là, c'est le législateur, mais aussi, là, je peux dire les mouvements associatifs des femmes, peut-être qu'on peut dire qui ont échoué, mais ce n'est pas la CENI qui a échoué, parce que pour la CENI, surtout au niveau présidentiel, elle réceptionne les candidatures qui lui sont soumises. Pour ça, elle n'a pas à voir si c'est un homme ou si c'est une femme. Ce n'est pas la CENI d'aller appeler les dames de postuler au niveau de la présidentielle. Il y a un département femmes ici ou pas? Sensibilisation, on a eu à sensibiliser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a eu à sensibiliser à tous les niveaux. Maintenant, c'est aux parties prenantes de voir la faisabilité. Et nous n'avons réceptionné malheureusement qu'une seule candidature féminine, et ce qui est à déplorer comme vous l'avez fait. Mais je pense avec le prochain processus électoral, il faudrait vraiment que la femme elle-même se mette debout et se sensibilise, ou que toutes les organisations des femmes fassent une bonne sensibilisation pour avoir non seulement un bon nombre de candidates au niveau municipal, mais aussi au niveau présidentiel. Là, on espère déjà que la seule femme ne va pas être recalée et qu'elle a bien peaufiné son dossier pour qu'elle soit retenue. La plénière va délibérer, toujours réinformer. Toujours à la présidentielle, on vous dit la liste définitive, en tout cas selon votre calendrier, sera publiée 2 jours avant le début de la campagne, du lancement officiel de la campagne électorale. Vous mettez, c'est préjudiciable pour certains. Vous voyez déjà, certains sont en ébullition, et venir dire à cette personne que 2 jours avant que vous n'allez pas être candidat, est-ce que la CENI a bien réfléchi de ce côté-là? Je pense que la CENI voudrait bien aussi publier la liste définitive un peu plus tôt, mais comme je le disais, tout ce que nous faisons, c'est dans la loi, et c'est au niveau de l'article 110 de la loi électorale qui stipule que les listes ou la liste définitive des candidats présidents de la République est publiée la veille du lancement de la campagne électorale. Ça ne vient pas de nous, selon notre chronogramme. Déjà le 5 ou le 8 novembre, nous aurons déjà tout fait, mais nous allons attendre malheureusement le 18, conformément à la loi, pour rendre publique la liste définitive des candidats présidents de la République. Non, mais la CENI n'a pas une marge de manœuvre. Vous avez tout à l'heure dit au niveau de la loi que la loi donnait un peu une ouverture pour que la CENI puisse fixer certaines conditions. Mais au niveau de la présidence... Pour ça, madame, il n'y en a pas malheureusement. Donc à 2 jours ou à 1 jour, quelqu'un va se rendre compte qu'il n'est pas candidat. C'est-à-dire, tu es là, tu l'as dit, candidat président, mais à un jour avant le début de la campagne, vous risquez de ne pas être candidat. En tout cas, c'est ça que dit la loi. Je pense que le législateur, le prochain législateur, il faudrait qu'il revoie cet article-là. On va très bientôt terminer avec cette émission. Déjà, je tiens à vous remercier de cette opportunité que vous nous avez donnée d'échanger avec vous sur le processus électoral. Et on va terminer déjà par cette question. Il reste 2 questions. La fameuse question, je dis qu'on va la poser jusqu'au 19 décembre. Est-ce qu'on aura les élections le 20 décembre? Madame, la CENI, que ce soit du côté de la CENI, que ce soit du côté du gouvernement, tout est mis en œuvre pour avoir les scrutins le 20 décembre. Pas de report, pas de glissement. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver pour essayer. Et si du côté à l'est du pays, on arrive à récupérer certains territoires, il y aura un enrôlement. La plénière va se décider, mais on peut avancer peut-être sans eux ou avec eux, mais la plénière va se décider là-dessus.
Ce sera peut-être avec ce mot, un dernier mot à ces hommes et à ces femmes qui sont encore hésitants, qui se disent non, un dialogue peut encore surgir de nulle part pour qu'on puisse repousser encore de quelques mois, voire de quelques années, les élections qui sont prévues le 20 décembre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire et on va terminer. Je suis en train de lire aussi dans les réseaux sociaux comme quoi il y aura report. Alors, surtout qu'il y a une mission de la SADC, qui consulte, qui sait. J'ai lu ça aussi, tout comme vous, et je voudrais rassurer les parties prenantes, je voudrais rassurer nos partenaires que le 20 décembre, il y aura élection. Il n'y aura pas de report. Je pense que c'est peut-être le jeu de ceux-là qui ne sont pas dans la course, qui veulent peut-être qu'il y ait le dialogue ou je ne sais quoi, mais pour la CENI, tout est fait pour avoir les élections le 20 décembre. Des élections transparentes et crédibles. Madame, les élections transparentes, crédibles, mais aussi inclusives. Les élections qui vont publier les gens qui se sont votés, ce ne sera pas une nomination. Madame, moi-même je suis une députée nationale élue. Alors je voudrais vraiment que ceux-là que nous allons proclamer après le 20 décembre soient des députés nationaux élus à tous les niveaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. On remercie les téléspectateurs de votre émission, de cette émission Dites-nous la vérité, qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. On se donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité, mais on continuera de suivre de près ce processus électoral et on retournera chaque fois qu'il le faut pour faire le point sur ce processus électoral ô combien important pour la République démocratique du Congo. On se dit au revoir et à très bientôt.